Alors moi je suis Loïc Bidot, donc je suis maire de Saint-Denis, mais je suis aussi vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, donc en charge du développement rural et de tout ce qui concerne le grand cycle de l'eau et les milieux aquatiques. Voilà. Et nous avons alors élu de Saint-Brieuc, Madame Nain. Alors vous êtes, je ne sais pas s'il y a... Oui, Blandine, présentez-vous. Conseillère municipale de l'opposition. Voilà. Conseillère municipale. Voilà, on va être heureux de Madame Louise-Anne Gauthier va nous rejoindre, qui est en charge du développement durable, qui est adjointe au maire. Alors moi je suis une technicienne, je suis directeur général adjoint de la ville et de l'agglomération, mais surtout je suis accompagnée par un photographe, Étienne David. Monsieur David Etienne. Je suis technicien rivière à Saint-Brieuc-Armor Agglomération, donc en charge de la continuité écologique, ce qu'on va vous expliquer, on va plus ou moins essayer tout à l'heure, au niveau de Saint-Brieuc Agglomération, Saint-Brieuc-Armor Agglomération, pardon. Donc on va maintenant jusqu'à l'ancien Quintalcom et Armor Puissance 4, etc. Donc tous les bassins versants, pour être simple, du Gouette et tous leurs affluents, de l'Urne, qui arrive à Effignac, et maintenant de l'Ic. Voilà. Ça fait du monde. À ma gauche, monsieur. Donc Jérémy Alain, je suis directeur de Vivre Armor Nature et on a notamment travaillé sur des aspects de biodiversité dans ce secteur-là et puis plus largement sur la ville de Saint-Brieuc. Et au final, j'ai le représentant du CAR, donc monsieur le président. Oui, Alain Lefeuillit, donc je suis co-président du CAR. C'est pareil. Voilà. Et puis il y a Evelyne Bott aussi qui fait partie du bureau et puis qui a fait un gros travail sur des enquêtes en fait auprès des habitants sur les temps, les usages. Chéri Fizery qui est responsable de l'environnement à la ville. Vous voyez, vous avez du monde. Alors on est là pourquoi? Parce qu'en fait, pardon, et c'est Reza. Au bureau d'études. Il est là, ici. Moi sans mes lunettes, de toute façon, c'est même pas la peine. Donc vous connaissez bien l'histoire. En fait, ça fait 2 ans qu'on travaille à tout ce groupe-là. Donc mon élu, la Louise-Anne Gauthier, doit être arrivée. Voilà. Qui nous rejoint, qui peut peut-être dire un petit mot dans la continuité de ce que je racontais. Donc, oui, comme je ne sais pas ce que tu dis. Bon, c'est pas grave, tu parleras tout le long du chemin. Oui, donc ça fait 2 ans qu'on travaille. Pourquoi? Parce que d'abord, un jour, l'agglomération est venue voir la ville de Saint-Brieuc en disant attention, il y a des règles à respecter, il faut de la continuité écologique, il faut que les poissons puissent remonter la rivière, il faut que le limon puisse descendre. Voilà. Moi, j'y connaissais strictement rien. La seule chose que je savais, c'est que la ville de Saint-Brieuc avait acheté les tendres-biens il y a une dizaine d'années à peu près. Plus que ça, je crois maintenant, non à peu près. 2012 ans. Ouais, ça fait 12 ans, voilà. Donc on est devenu propriétaire de tendres-biens et en devenant propriétaire de tendres-biens, la ville était garante de l'apport en eau de Manoir Industrie. Donc ça, c'était la seule chose que je savais. Et évidemment, un dévasement, ça avait coûté à l'époque, encore, il n'était pas complet, on n'avait pas vraiment traité les boues, enfin je parle sous couvert de Chéri Fizery, ça avait déjà coûté 200 000 €. Aujourd'hui, donc il y a 2 sujets, la continuité écologique, donc, et donc une obligation européenne qui se décline dans nos lois françaises, voilà, c'est ce qu'on appelle une directive européenne qui se décline sur le territoire français, donc il y a la continuité écologique, et puis il y a la ville qui face à cette difficulté. Est-ce qu'on doit encore désenvaser les temps à mon avis, c'est bien au-delà de 200 000 €, et puis c'est tout, il faut peut-être réfléchir. Et donc pendant 2 ans, on a réfléchi tous ensemble, et alors voilà, très simplement, ce que vous... Alors, j'ai rajouté quelque chose, donc excusez-moi. C'est parti. Parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport pas aux contraintes, mais aux éléments qui nous ont amenés, donc peut-être à être là ensemble, c'est que donc il y a la continuité écologique, que Madame Chauvin a bien expliqué. Il y a aussi un autre élément, donc il y a les poissons, mais il y a aussi les sédiments. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on doit permettre aux poissons de remonter, donc les poissons qui remontent, la rivière pour se reproduire. Et puis il y a aussi les sédiments que l'on ne doit pas bloquer, en fait. Donc ça, c'est les obligations, c'est la réglementation européenne, effectivement, les directives européennes qui se déclinent sur la réglementation française. Et puis autrement, il y a l'aspect paysager, un étang, de toute façon, donc c'est M. Ten qui le dira, c'est que de toute façon, un étang, c'est artificiel, donc forcément ça s'envase. Donc si on veut maintenir un étang, on doit forcément l'entretenir régulièrement. Et c'est un entretien qui coûte très cher. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis troisième élément, qu'est-ce qu'on veut? On veut un étang, c'est paysager, et là c'est plutôt un cloaque. Voilà. Et donc voilà, c'est normalement un étang, c'est aussi quelque chose qui permet la balade, qui permet de découvrir la diversité biologique, les oiseaux,
la flore aussi autour de l'étang, la flore plus ou moins aquatique. Et, mais par contre, ça demande un entretien. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est tout. De l'autre côté, effectivement, si on a eu envie d'y participer, c'est que dans le quartier, en fait, on a constaté assez vite, parce qu'on a organisé plusieurs fois des animations, je me rappelle avec Vivarmort, sur l'Atlas de la biodiversité il y a 2 ou 3 ans, on a fait des fêtes du printemps sur l'espace, et on se rend compte qu'il y a plein d'habitants du quartier. Alors il y a ceux qui habitent à côté qui connaissent cette zone-là, mais il y a plein d'habitants qui ne connaissent pas Il n'y a pas très longtemps, on a fait quelque chose avec Jean-François Lecalme aussi pour observer les oiseaux. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas bien cet espace qui est vraiment intéressant. Et donc l'idée, c'était, effectivement, pour nous, l'important, c'est que ce soit plus agréable pour faire tout ce que disait Lynn tout à l'heure, faire de la balade à pied, faire de la course. Après, il y a toute la question du lien avec le reste de la vallée de Guédic. Ploufragan aussi, l'année dernière on a fait la journée citoyenne exprès sur cet espace-là pour dire il y a peut-être du lien qui peut se faire avec Ploufragan. Et dans tout le travail qui a pu se faire par les groupes techniques, les élus de Ploufragan, de leur côté aussi, sont intéressés par cette idée-là. Donc il y a plein d'idées intéressantes et positives autour de l'aménagement de cet espace pour les habitants du quartier, mais aussi pour l'agglo, pour... Plus largement. Et plus largement. On va peut-être y aller, donc vous commentez, en se rappelant que cet étang est artificiel en fait. Moi j'ai découvert qu'en fait il date de 1920, il a été créé pour manoir industrie. C'est pas un étang qui a plusieurs siècles. Je souhaiterais juste rajouter un petit mot avant que la balade commence, parce que c'est Cereza qui va nous la commenter, le bureau d'études qui a été donc du coup missionné sur cette étude. C'est sur comment ça s'est construit cette étude. C'est-à-dire qu'on vous invite aujourd'hui pour donner votre avis, en parler, etc. Mais cette étude, surtout, elle a été co-construite. C'est-à-dire que Saint-Brieuc-Aglo, nous techniciens, on n'est pas arrivé devant la mairie propriétaire et le car usagé et bien implanté sur le territoire en disant on sait, c'est comme ça, il faut faire une étude. Comme le disait Madame Chauvin tout de suite, on a mis 1 an et demi ensemble pour se poser des questions sur ce qu'on allait étudier et comment on allait vous le présenter après. C'est-à-dire que ce n'est pas décidé, au contraire, on est là pour en parler. Donc n'hésitez pas, c'est à bâton rompu, mais il ne faut pas que ce soit trop passionné parce que justement on est là pour discuter et échanger. Donc voilà, il n'y a pas de questions tabou, aucune. Et par contre, on va vous présenter 3 scénarios totalement différents. Mais dans un premier temps, Anthony va vous expliquer ça. On va se faire une petite promenade sur le bord de l'étang qui va nous emmener jusqu'à l'ouvrage, qui est vraiment l'objet de notre réunion aujourd'hui parce que c'est l'aspect réglementaire que vous avez rappelé, qui est incontournable. La DDTM, la préfecture a renvoyé des courriers, pas qu'à la mairie de Saint-Brieuc, à tous les propriétaires de moulins du Bagouette et à d'autres endroits aussi où c'est classé en liste 2, c'est-à-dire l'obligation de faire remonter et descendre les sédiments. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. On ne s'interdit pas de poser tout ce qu'on veut à Cereza qui techniquement, normalement, parfaitement. Comme disait Alain Le Floïc, c'est vrai que j'en ai pas tellement parlé, mais vous allez le découvrir, c'est une co-construction. C'est la première fois que la ville de Saint-Brieuc, et à mon avis, c'est un exemple même en région Bretagne, co-construit complètement, en fait, avec notamment le car, et les usagers, c'est-à-dire que même le bureau d'études, on a choisi ensemble, on a fait ensemble le cahier des charges dans le respect des prérogatives de chacun, en totale co-construction. Voilà, c'est parti. Et le micro arrive. Vous nous excusez, j'ai 5 minutes de retard par rapport au micro. Il est là, il est là. Alors là, c'est raccord. Et la lumière. Alors là, c'est raccord. Alors, je ne sais pas s'il y a de la... Je veux dire tout un tas de choses sur cette introduction aussi qui a été dit par différents interlocuteurs. Juste pour redire un mot avant de... Ce qu'on vous propose, c'est d'avancer tout le long du site, vous présenter les différents constats qu'on a pu poser nous en arrivant sur ce projet. Sachant qu'effectivement, il avait été lancé depuis 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Nous, on a repris le projet, on a posé notre diagnostic avant de proposer les scénarios. On va vous présenter les différents constats pour les partager avec vous. Et dans un deuxième temps, on présentera les scénarios. Et avant de commencer la promenade, juste pour faire un rappel effectivement sur le fait qu'il y a eu une enquête qui a été menée par le CAR et donc il y a eu une centaine de questionnaires qui ont pu être remplis, être signés par le CAR. Qui grosso modo font ressortir plusieurs grandes conclusions et notamment une volonté locale que le site évolue pour pouvoir se le réapproprier, pouvoir en profiter un peu plus, pour diversifier les usages. Une volonté aussi et surtout que le site reste à son côté sauvage, préservé, que s'il est amené à évoluer et à être un petit peu diversifié, que malgré tout ça ne devienne pas un site trop aménagé, que ça reste assez sauvage. Voilà, ça c'est les points de départ un peu de nos réflexions. Et voilà, pour bien rappeler l'impondérable vraiment à tout le projet, au projet, tous les scénarios qu'on peut proposer derrière, c'est de maintenir une alimentation à Manor Industrie. Ça c'est
Voilà, c'est l'obligation qui encadre le projet. Quel que soit le scénario, on doit maintenir de l'eau à destination de Manor Industrie. Donc on vous propose d'avancer, on va faire quelques petits points d'arrêt. Plus ou moins longs. Juste un premier petit temps d'arrêt ici pour vous faire visualiser cette partie du site. En fait, comme disait Madame Chauvin, le plan d'eau existe depuis 1920. Le plan d'eau existe depuis 1920 pour fournir de l'eau à Manor Industrie. Et en fait, ce plan d'eau, à l'origine, allait jusqu'au pont de la rue Louis Blanc. Donc tout ce qu'on voit ici, en fait, toute cette partie boisée, un peu marécageuse, avant, le plan d'eau allait jusqu'ici. Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit ici, c'est le plan d'eau qui s'est comblé au fil des années, au fil des décennies. Les dernières décennies, parce qu'en 50, il y avait encore de l'eau jusque-là. Hein, parce que c'est le temps que les sédiments s'accumulent. Si ce n'est pas curé, du coup ça s'accumule et ça reste en place. Et du coup ça finit par se combler. Donc, mais ça va très vite depuis quelques années avec toutes les eaux fluviales qui ont été déversées à une époque. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'ici avant c'était une surface en eau comme on peut voir là-bas. On voit là-bas qu'il y a des secteurs qui s'atterrissent, où on verra un peu plus près qu'il y a de la vase qui affleure. Ouais, voilà. Ici, ça a été comblé au fil du temps, plus particulièrement sur la dernière partie du XXe siècle a priori. Mais voilà, aujourd'hui, on a en tout cas par rapport au projet qu'on a aujourd'hui, de réaménager le site et de voir comment on peut le faire évoluer. Ce qu'on se dit, c'est que cette partie ici constitue un secteur totalement sauvage et totalement préservé. Et du point de vue de la biodiversité, c'est aussi un élément qui a été mis en avant par l'Atlas de la biodiversité qui avait été réalisé par Vivre en Nature et la ville de Saint-Brieuc. Jérémy, peut-être dire un mot sur la biodiversité, parce que c'est vraiment le spécialiste, je dirais presque national. Pas si oui, de toute façon, on a pu faire cet inventaire sur la biodiversité sur l'ensemble de la ville, mais ce qui ressort, c'est qu'il y a un élément intéressant qui sont bien évidemment les vallées et dont celle-ci. D'un point de vue de la continuité écologique, donc nous on a accompagné la démarche ici bien évidemment, tout en sachant que de toute façon, à partir du moment où on met en place des actions comme celles qui sont prévues, notamment de rétablir cette continuité écologique, notamment de faire remonter les poissons, on est dans des actions qui sont favorables à la biodiversité et bien évidemment on peut que souscrire à ce type de démarche. Après, ce que je trouvais intéressant aussi dans la démarche qui a été mise en place ici, c'est qu'on a une vraie prise en compte de toutes les problématiques, c'est-à-dire les problématiques des habitants, c'est-à-dire de vous, les problématiques des usagers autres que les habitants, les problématiques de biodiversité et d'environnement, et puis après, bien évidemment, il y a aussi une contrainte économique, parce qu'il y a une situation particulière, notamment avec cet apport en eau pour Manor Industrie, et puis aussi derrière des coûts en termes de gestion et de réhabilitation. Mais de toute façon, dans tous les scénarios qui vous sont présentés, à partir du moment où on remet en place des continuités écologiques et qu'on fait fonctionner ce milieu-là, et bien de toute façon, pour la biodiversité, ça nous pourra être que mieux. Merci. Et du coup, voilà, ce secteur boisé aujourd'hui sur le site, c'est un secteur qui est totalement inutilisé, où il n'y a aucun passage, aucune fréquentation humaine, ce qui fait que pour la biodiversité, justement, c'est un site qui est intéressant parce que du coup la faune et la flore, la petite faune même commune, du coup peut se développer plus favorablement parce que du coup voilà, elle est exempte d'impact de l'activité humaine en fait. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur ce secteur. Qui tombent au fur et à mesure, vous les avez laissés comme ça quoi. Oui. Alors, c'est des choix à faire. Soit on fait le choix d'aménager le site parce qu'on préfère avoir un site qui est propre au sens où on peut l'entendre avec aucune branche par terre et on peut entretenir les arbres. Soit on fait le choix de se dire ce site, on va conserver le côté sauvage. Sauvage c'est plutôt sale, sachant qu'il y a une époque, il y a le pollen, on est envahi par le pollen. Et des oiseaux, on en a pratiquement plus, je peux vous dire. Hein. Donc, il diminue de plus en plus. Et bien, il faut aider. Il faut aider avec les nids de frelons qu'il y a en permanence. Il y a des nids de frelons ? Oui, il y en a un encore en face. Il y en avait encore un l'an dernier, je peux vous dire, oui. Les nids de frelons, on en a. Alors, juste, monsieur Isri, responsable de l'environnement à la ville de Saint-Brieuc. Sur les nids de frelons. En fait, les nids de frelons,
même si vous les voyez, ça Micro, va pas Micro. Ah si, j'y étais, je peux dire, maintenant ils sont plus là, mais ils sont morts maintenant, mais j'y étais, je peux vous dire. Alors, quand il y a des nids de frelons, il faut nous appeler. Ben oui, mais quand il y a toutes Si on nous les appelle, feuilles on les et fait. tout, on les voit pas. Non, parce qu'on m'a dit que où il était accessible, vous ne pouviez pas le faire. Alors, quand ils sont à 20-30 mètres de hauteur, effectivement, Voilà. parce qu'il faut une nacelle, ici c'est pas accessible. Ben voilà. En plus, ça ne présente pas de danger. En revanche, pour les nids qui présentent vraiment des dangers, on intervient, on les fait. Alors, ne soyez pas surprises ou surpris de voir des nids, mais ils ne sont pas actifs, hein, parce qu'en fait, ils ont été Maintenant, oui, abandonnés. mais j'y étais. Ils étaient, mais voilà, quand ils sont très hauts, ça vaut pas le coup parce que ça coûte cher à la collectivité. C'est inutile de vraiment de les détruire. En revanche, quand ils présentent des dangers, oui, là oui, il faut le faire. Il faut aider les oiseaux. Je crois que Jérémy, c'est une bergeronnette. Il y a un oiseau qui mange les larves de frelons asiatiques. Alors, il y a plusieurs trucs. Par rapport aux prédateurs du frelon asiatique, il n'y en a pas forcément beaucoup actuellement. Et tu confonds peut-être plutôt avec la processionnaire du pain et la mésange. J'en suis certaine, oui, voilà. merci. Mais par rapport au frelon asiatique, donc là, ce qui est constaté, c'est qu'il y a eu un rapport il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il y a une diminution au niveau régional du nombre de nids notamment. Donc après, à voir si c'est une tendance ou pas, ça... c'est toujours à vérifier. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est une seule ou peut-être deux femelles qui ont été importées de Chine qui ont développé en fait cette prolifération sur l'ensemble du territoire français. Ça a été notamment mis en place et révélé par des analyses génétiques. Après, sur les aspects de biodiversité, bien évidemment, et on le voit bien là dans le début des conversations, il faut savoir où on se place. C'est-à-dire que par rapport à des projets d'aménagement, il y a aussi un certain nombre d'enjeux. L'enjeu de biodiversité est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est un réel enjeu. Il y a une agence française qui a été créée, il y a des lois sur ces questions. Donc aujourd'hui, on prend en compte ces enjeux de biodiversité. Ensuite, il y a des fois une vision qui peut être différente, mais voire des fois antagonistes. Mais si on la prend bien en compte, on peut aussi bien évidemment avoir des espaces sympas de vie, mais avec des zones, et notamment celles-ci, qui sont plus favorables et plus accueillantes pour la biodiversité. Et quand bien même que c'est vrai, il y a quelques arbres qui sont tombés, ces arbres en fait, ils jouent aussi un processus notamment dans l'accueil de cette biodiversité. Et si c'est dans des endroits où les gens ne vont pas, ça pose pas beaucoup de problèmes, à part peut-être un problème visuel et d'imaginaire et esthétique. Mais dans ces cas-là, on n'est plus dans une vallée boisée et naturelle, on est dans un jardin. Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot par rapport aux frelons? C'est vrai que, alors, on les suit depuis déjà 6 ans. Et là, donc, on voit qu'effectivement, donc, au départ, on avait eu peur, on se dit voilà, c'était exponentiel. Et là, on voit que le nombre de nids commence vraiment, ça commence à stabiliser. Et cette année-là, en 2017, il y en a eu moins qu'en 2016. Donc, vous voyez bien, il y a déjà une tendance à la stabilisation. On va continuer. Moi, j'ai juste un dernier point sur ce site. Pour l'autre élément à vous montrer, c'est le Guedic, la rivière qui coule ici. Après, on verra. Ça va traverser le plan d'eau, ensuite en aval elle aura encore un autre profil, une autre allure. Là la rivière telle qu'on la voit ici, c'est une rivière qui n'est pas dans son fonctionnement naturel, son fonctionnement écologique optimal. C'est une rivière qui est trop large, qui est envasée, qui n'a pas dans le fond de substrat, de cailloux suffisamment diversifiés. En fait, il faut tourner ça vers les gens. Voilà. De là où sort Et du coup, la restauration de la rivière, c'est aussi un des enjeux du projet, c'est essayer de retrouver une rivière vivante, une rivière naturelle. Là aujourd'hui, ici, elle n'a pas son fonctionnement optimal. Ensuite, elle traverse le plan d'eau, on va le voir. Et en aval du plan d'eau, on pourra voir un peu le Guedic. On ne pourra pas trop le voir parce qu'il est assez encaissé, mais le Guedic retrouve un profil et un fonctionnement un peu plus naturel. On va avancer un peu plus. Donc maintenant on va parler un petit peu plutôt cadre de vie, puisque donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce plan d'eau il a plusieurs usages. Il a des usages en matière de biodiversité, de continuité des cours d'eau, il a des usages économiques, industriels, mais il a aussi, et pour vous je pense que c'est un des usages principaux, un usage en termes de cadre de vie. Donc ce plan d'eau il est particulier par rapport à ceux qu'on peut connaître dans des communes riveraines, puisqu'il a vraiment gardé son identité de vallée. Quand on est sur le chemin, déjà le chemin il ne nous permet de nous balader que sur un côté du plan d'eau.
Et quand on est sur cet unique chemin, on est au bord du coteau qui est boisé, qui nous évoque vraiment une vallée naturelle. Le plan d'eau, donc là on est en hiver, on arrive à le voir, mais quand on vient se balader en été, et j'imagine que nombre d'entre vous se sont déjà promenés ici en été, on le voit presque pas en fait, parce que la végétation est dense, et que ce qui ressort, c'est surtout qu'on est dans un espace naturel, isolé des quartiers adjacents, puisque ce qu'on voit, c'est quelques maisons du quartier qui sont en face nord, mais la face sud, qui est juste à côté de nous, pourtant, on la voit très peu, et d'ailleurs on y accède même très difficilement, parce qu'il y a juste un ou deux chemins plus ou moins difficiles d'accès, parce que très pentus, qui nous permettent de rejoindre les équipements qui sont un peu plus hauts. Donc on est vraiment sur un secteur qui a cette ambiance sauvage, naturelle, qu'on retrouve assez difficilement en ville. Et c'est vrai que quand on se balade dans les autres espaces de nature à proximité, je suis allée par exemple voir la vallée du Goëlo pour voir un petit peu quels étaient les autres secteurs que vous aviez dans le même esprit de promenade. On est dans des choses qui certes restent naturelles, mais qui ont moins ce caractère sauvage, qui je trouve qui est assez spécifique ici et qui est ressorti aussi dans les questionnaires du CAR qu'on a pu récupérer. Donc voilà, cette ambiance, si on peut la préserver comme ça nous semble avoir été la demande au vu des questionnaires, on ira dans ce sens. Après, c'est vrai que il nous semble que cet espace, il est peu optimisé par rapport au cadre de vie, dans le sens où la balade, elle est mine de rien assez courte. Il y a un premier secteur où on est au bord de l'eau, donc on peut profiter du boisement, du cours d'eau. Ensuite, on a cet espace où on se situe ici. On est au bord du plan d'eau, mais le plan d'eau, assez généralement, on le voit pas beaucoup. Et puis surtout, on peut pas en faire le tour, on peut pas le traverser. Et il est pas très bien mis en valeur. Et ensuite, vous allez pouvoir le voir sur la troisième section. On voit presque plus le cours d'eau, puisqu'en fait, il s'enfonce dans les bois. Et dès qu'on a un peu de végétation, en fait, on est sur une jolie promenade, mais qui est dans un secteur boisé plus que dans une vallée. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'aussi la promenade, elle est assez courte et on aurait envie d'un peu plus quand on vient s'y promener. Est-ce que j'ai dit à peu près ce que je voulais? Il me semble que oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. On a déjà parlé de l'envasement du plan d'eau. Pour donner un ordre d'idée, on était à environ 8000 m3 de vase accumulés en 2007-2008 par là, quand il y a eu un curage d'effectué. Aujourd'hui, les levées topo qui ont été faits, des levées topographiques et du fond de la vase aussi, qui a été fait là cette année, qui remontre encore qu'on est revenu à un volume de vase qui est quasiment équivalent à 8000 m3. Donc du coup, ça montre bien que de toute façon, l'envasement est progressif et continu, donc il peut être contré par un curage régulier. Ça, c'est encore des questions derrière de position et de choix. Mais voilà, c'est un envasement qui sera répété et c'est quelque chose de naturel, parce que le plan d'eau étant une sorte de fosse que l'on creuse sur le lit d'une rivière, forcément les sédiments qui arrivent depuis l'amont s'accumulent parce que l'ouvrage qui est à l'aval, du coup, empêche les sédiments de poursuivre vers l'aval. Voilà, et on peut voir voilà, que cet atterrissement, la rive droite du plan d'eau qui est très envasée depuis un certain temps et qui affleure, au fil du temps, ça y est, déjà on voit qu'il y a certaines pousses d'arbustes qui arrivent et ça commence déjà un petit peu à se végétaliser. C'est comme ça qu'à terme on arrive à un comblement partiel du site. L'ouvrage, on ne pourra pas vraiment le voir parce qu'il est vraiment, on le verra peut-être un petit peu, mais il est assez inaccessible. Mais l'ouvrage qui se situe juste à l'aval du plan d'eau, c'est lui qui crée cette retenue. Il y a une hauteur de chute d'environ 2,50 m. On verra à la réunion tout à l'heure, pour ceux qui pourront nous suivre en salle, du coup une photo et un peu pour mieux visualiser l'ouvrage. Mais voilà, c'est bien en gros cet ouvrage qui est le point de départ des réflexions. David, tu veux... Oui, je voudrais rajouter un petit mot juste sur l'envasement, parce qu'effectivement, l'envasement, comme dans tout plan d'eau, se fait à plus ou moins grande vitesse. Et ici, on a un contexte urbain. Il ne faut pas oublier que quand on est en ville, du coup, on a tout un réseau routier qui est drainé, où l'eau arrive très vite. Vous qui habitez le quartier, vous voyez très bien que le Guédic, dès qu'il se met à pleuvoir, il grossit énormément. Donc il charrie énormément de sédiments.
Et ces sédiments en plus sont pour la plupart récoltés sur les routes et les bords de route, avec parfois aussi des polluants qui sont dégagés par nos véhicules. Donc si on pouvait comparer, je ne sais pas si vous connaissez le plan d'eau de Saint-Billy, qui est sur le haut du Gouët, là pas loin des cimes de Kerchouan, du côté du Vieux-Bourg, ils s'envasent aussi, comme tous les plans d'eau. Les seuls qui ne s'envasent pas, c'est les lacs de haute montagne. Eux ne se ferment pas. Mais tous les plans d'eau ont tendance à atterrir, c'est-à-dire le niveau monte et puis on finit par avoir les affleurements qu'on a ici. Et ici, particulièrement dans un contexte urbain, avec le lessivage des routes et beaucoup de fossés, etc., on a de toute façon des plans d'eau qui, partout en France, réagissent comme ça. Ils se comblent très vite, donc en termes de gestion, systématiquement, on a des coûts induits qui sont très importants sur le désenvasement. C'est inéluctable, malheureusement, en milieu urbain. Je propose de poursuivre la promenade. Donc un dernier petit temps d'arrêt par rapport au plan d'eau. Après on va longer la rivière jusqu'au parking. Et vu qu'on est en hiver, du coup on aura peut-être la chance de quand même pouvoir voir un petit peu le cours d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Un mot sur l'ouvrage qui est juste derrière. Donc c'est cet ouvrage qui sert de retenue au plan d'eau pour alimenter Manor Industrie. Donc le niveau de l'ouvrage est très important pour maintenir exactement le bon niveau d'eau pour que Manor Industrie puisse pomper ce dont il a besoin. Un des soucis aujourd'hui, c'est que l'ouvrage, du coup, il n'est plus fonctionnel. En fait, il y a une partie déversoir, une partie en dur, et des vannes qui sont censées pouvoir être utilisées pour ouvrir les vannes et faire des chasses régulières des sédiments, ce qui déjà permettrait un peu de faire partir un peu de sédiments au fur et à mesure. Ça n'empêche pas de devoir curer régulièrement, mais déjà ça permet un peu de gérer un peu le plan d'eau. Là, il est tellement ça fait très longtemps qu'il n'a plus été entretenu, donc du coup il n'est plus actionnable. Donc le projet, quel que soit le scénario qu'on choisira, de toute façon prévoira de modifier l'ouvrage, voilà, que ce soit déjà en hauteur selon le niveau d'ambition qu'on retiendra, mais en tout cas on retrouvera un ouvrage qui sera manœuvrable et en bon état pour pouvoir gérer régulièrement les sédiments et les faire partir vers l'aval un peu plus régulièrement. Voilà, donc comme on vous disait, du coup la digue aujourd'hui elle est inaccessible parce qu'elle sert d'accès. Enfin, il y a la station de pompage de Manor Industrie qui est là-bas, donc en termes de sécurité on ne peut pas avoir accès à la digue. Donc ça serait un point de vue qui serait intéressant pour vous utilisateurs du site, mais du coup c'est un secteur que vous ne pouvez pas utiliser. Donc ça aussi, dans l'idée du projet, des scénarios, c'est d'essayer de réfléchir au maximum à avoir quelques cheminements en plus, soit sur la digue si c'est possible, soit si on diminue la surface de plan d'eau, du coup c'est encore autre chose, mais augmenter les points de vue que vous pourriez avoir et les sites sur lesquels vous pourriez vous rendre pour profiter du plan d'eau de Robian. Voilà pour cette partie, on va juste longer jusqu'au parking pour vous montrer le cours d'eau qui est dans le fond, qui en été est très peu visible à cause de la végétation, on peut vraiment pas l'observer. Là, vous allez pouvoir voir qu'il a un profil de rivière qui est complètement différent de celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était très lent, très homogène. Ici, on va voir que c'est plus varié. On va peut-être pas voir les fonds d'ici, mais il y a du caillou, il y a des espaces un peu plus courants, rapides. Pour les poissons et pour la vie aquatique, c'est quelque chose qui est intéressant. Et enfin, on s'arrêtera au parking pour vous parler de ce dernier espace du site du plan d'eau. Donc en fait, on voulait faire un point d'arrêt ici parce qu'on est sur l'une des deux entrées du site. On est parti de celle qui était rue Louis Blanc. Et donc là, on est sur la seconde entrée du site. Et ce qui est assez frappant, c'est le contraste saisissant entre la vallée sauvage naturelle et ce parking, qui nous sépare en plus de la poursuite du sentier qui longe le cours d'eau et qui se situe face au camping. Donc on a cette interruption autour du parking entre la suite de la promenade au-delà de la rue Pierre de Coubertin et le plan d'eau de Robian. Donc c'est quelque chose qu'on a signalé nous dans notre constat et qui a déjà fait réfléchir un peu, qui est déjà en cours de réflexion au niveau de la mairie de Saint-Brieuc,
Puisqu'en fait, ce qui est dommage, c'est que le cheminement et l'entrée du site sont très peu mis en valeur. En plus, ici, c'est plus le cas, mais on avait une zone de stockage en fait de matériaux qui ne mettait pas vraiment en valeur l'entrée vers un site naturel. Donc cette zone de stockage, elle a été déplacée, en tout cas, elle n'est plus présente sur le site. Et l'idée, c'est de poursuivre le cheminement en pourtour de l'espace de parking pour que l'entrée du site elle soit vraiment rue Pierre de Coubertin et qu'on ait un espace qui soit plus valorisant et qui donne davantage envie de venir se promener quand on est depuis la rue Pierre de Coubertin. Parce que comme l'a dit l'un des membres du CAR au début de la balade, cet espace il est au cœur du quartier mais il n'est pas si connu que ça des habitants du quartier et personnellement je pense que le fait que l'entrée de ce côté-ci soit si peu valorisé joue sur cette méconnaissance et on n'a pas forcément envie quand on est sur la rue de venir traverser le parking pour aller vous s'aventurer au fond voir ce qui s'y passe. Donc l'idée c'est que le cheminement il contourne le parking. On a déjà de l'espace pour ça puisqu'on a cette ancienne zone de stockage, ensuite il y a la banquette enherbée qui est entre la rivière et le parking. Donc il y a de l'espace simplement et ça nécessite un aménagement d'un cheminement piéton, donc avec plutôt un revêtement en sablé comme on a là, et quelques plantations pour un peu donner davantage envie depuis la rue de venir emprunter la promenade et d'améliorer la continuité avec la suite plus en aval. Alors je vous propose de commencer la présentation des scénarios. Comme je vous disais, il y aura donc 3 scénarios de proposés. On va vous en parler rapidement là, sur site comme ça. On va vous laisser ensuite un temps pour nous poser des questions. On va vous laisser aussi un temps après pour aller regarder les panneaux qui sont disposés un peu plus loin là-bas. Et on restera près de vous si vous avez des questions aussi à l'observation des panneaux. Et de toute façon, on reverra tous ces éléments de principe, ces éléments techniques et ces éléments visuels tout à l'heure en salle. Donc le premier scénario qui est assez simple à expliquer, c'est grosso modo le maintien du plan d'eau en l'état, dans sa configuration actuelle. Dans tous les cas, effectivement, on prévoit un curage. Le maintien du plan d'eau dans sa configuration actuelle, ça permet de répondre strictement à la contrainte réglementaire de la continuité piscicole. Plus ou moins à la continuité sédimentaire, mais en tout cas on répond à la demande, au classement de la rivière et donc à la contrainte réglementaire de permettre la continuité écologique. Donc on maintiendrait le plan d'eau. L'ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, malgré tout, serait remplacé par un ouvrage fonctionnel, afin de pouvoir, comme je vous disais, actionner la vanne et permettre de chasser les sédiments. Ça permet de conserver la prise d'eau de Manor Industrie telle qu'elle est, sans modifier la cote à laquelle elle est située, et sans modifier le volume d'eau dont ils ont besoin. Voilà pour les grands principes. Par contre, pour permettre d'assurer la continuité écologique, il faut prévoir une passe à poissons sur cet ouvrage, parce que les poissons, même si on remplace l'ouvrage par un seuil ou un déversoir qui est au même niveau qu'aujourd'hui, 2,50 m, les poissons, sachant que les espèces ciblées, ce sont l'anguille et la truite fario. Donc la truite fario, même si elle sait sauter, elle ne sait pas sauter 2,50 m. Donc il faut prévoir une passe à poissons qui lui permette de sauter en plusieurs petites marches successives l'obstacle. Donc l'idée ici, ce serait de faire une passe à poissons le plus naturel possible. Dans les différents scénarios, c'est ce qu'on proposera. Une passe naturelle en enrochement, avec des petites marches, avec des blocs. Donc qui s'intègre relativement bien. Par contre, vu la hauteur de chute qu'on a ici, 2,50 m, si on maintient le plan d'eau comme ça, la passe à poissons pour être fonctionnelle, il faudra qu'elle mesure environ une trentaine de mètres. Donc il y aurait une passe à poissons qui s'étendrait sur environ 30 mètres à partir de l'ouvrage tel qu'il est aujourd'hui jusqu'à un peu plus bas sur 30 mètres. Donc c'est une passe à poissons qui, même si elle est constituée de blocs et de pierres, sera quand même très visible et modifiera quand même nettement la vision du site sur ce secteur. Mais en tout cas, c'est la solution à minima pour répondre à la contrainte réglementaire. Je vais laisser ma collègue poursuivre sur l'aspect paysager. Donc par rapport au site actuel, c'est le scénario qui propose le moins de changements. Donc on restera sur le cheminement existant tel qu'il est.
La seule différence, c'est en lien avec, on l'a déjà introduit tout à l'heure, c'est qu'on a proposé la création d'un accès depuis le boulevard Herriot. Et cet accès, donc, il aboutira là où on voit actuellement les ouvrages de pompage de Manoir Industrie, et il empruntera la digue qui rejoint le portail qu'on a ici et qui actuellement n'est pas accessible. Donc ça permettra de pouvoir se balader sur une seconde face, on va dire, du plan d'eau, et surtout de rejoindre un boulevard différent. Après, on va rester sur un site très proche de ce que vous connaissez actuellement. Pour pouvoir créer cette promenade sur la digue, et par rapport à l'aspect sécurité dont on vous parlait tout à l'heure, par rapport à la station de pompage de Manoir Industrie, dans tous les scénarios, de toute façon on prévoira une mise en défense de la station, de la pose de clôture, pour vraiment assurer à Manoir Industrie qu'il n'y aura aucune accessibilité au public sur cette station. Mais voilà, ça permettra d'avoir ce cheminement sur la digue du coup. Voilà pour les grandes lignes de ce premier scénario. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce scénario numéro 1 ? Ou alors je présente les trois et puis à la fin on échangera peut-être un peu plus sur les scénarios. Donc le deuxième scénario qui est plus complexe, encore peut-être même plus complexe que le numéro 3 que je vous présenterai après. L'idée ça va être de conserver un plan d'eau, un plan d'eau assez vaste, qui fera à peu près les 2/3 de la surface actuelle du plan d'eau, et qu'on séparera de la rivière par un sentier sur talus en fait, qui séparera la rivière du plan d'eau. La rivière, elle, s'écoulera un peu plus librement du coup sur cette partie rive droite du plan d'eau, près du chemin en fait. On aurait d'abord la rivière, puis un sentier sur talus, sur petite digue, puis le plan d'eau. Ça, jusque-là, c'est à peu près simple. Par contre, du coup, la contrainte qu'il y a, c'est ce que l'on vous expliquait, c'est le pompage de Manoir Industrie. Et pour que le pompage de Manoir Industrie soit assuré, un plan d'eau comme ça qui est dérivé, qui est alimenté simplement par la rivière lors de périodes de hautes eaux, c'est pas suffisant, parce que du coup Manoir Industrie ne peut pas avoir l'assurance d'avoir de l'eau tout au long de l'année. En période d'été, peut-être que le niveau du plan d'eau baissera, sûrement, le niveau du plan d'eau baissera, et du coup il n'y aurait plus assez d'eau disponible pour Manoir Industrie. Du coup, pour assurer à la fois un compromis en gardant un plan d'eau vaste comme ça et une rivière un peu plus naturelle, tout en assurant le pompage à Manoir Industrie, il faut que l'on prévoie un petit plan d'eau qui serve un peu de bassin tampon, mais ça sera un petit plan d'eau qui sera en fait directement sur le cours de la rivière. La rivière, du coup, comme je vous disais, circulera ici, sur le long du chemin, et avant d'arriver au niveau de l'ouvrage et du coup de poursuivre plus en aval, elle empruntera un petit plan d'eau d'environ 1000 m². Donc 1000 m², c'est à peu près d'où je suis là, à peu près d'où je suis là jusqu'à la station de pompage. Du coup, ça fera un petit plan d'eau qui sera sur le cours de la rivière et qui, du coup, comme il sera alimenté par la rivière en continu, permettra à Manoir Industrie d'avoir cette assurance d'avoir suffisamment d'eau tout au long de l'année. Ce système-là permet donc d'avoir quelque chose d'un peu plus renaturé, d'un peu plus naturel pour la rivière, même si on a encore un grand plan d'eau et un petit plan d'eau. Pour avoir ce petit plan d'eau, ça nécessite d'avoir une retenue à l'aval. On aura donc encore un ouvrage, donc on n'aura pas besoin d'avoir un ouvrage aussi grand. Pour optimiser la chose, du coup on a calculé pour qu'il y ait besoin d'avoir un ouvrage qui fasse environ 65 cm de hauteur de chute par rapport aux 2,50 m d'aujourd'hui, donc on diminuerait d'environ 2 mètres la hauteur de l'ouvrage. Donc on aurait un plan d'eau qui serait en termes de hauteur d'eau bien plus bas, et donc du coup on aura besoin de faire une passe à poisson, là encore pour permettre aux poissons de passer cet obstacle de 60 cm, mais une passe à poisson beaucoup plus courte, beaucoup plus facile à intégrer au paysage. Donc là j'ai essayé de balayer un peu tous les aspects, je ne sais pas si tout a été bien compris. Je vais laisser Jeanne-Marie poursuivre sur l'aspect paysager, et peut-être quand même que vous pourrez poser des questions avant de passer au scénario 3. Donc en termes de paysage, ce qu'il faut imaginer, c'est que donc depuis la station de pompage qu'on a ici et jusqu'à on va dire 5 mètres à l'intérieur du plan d'eau par rapport à où on se situe, eh bien, il y aura une digue entre guillemets. Il ne faut pas imaginer quelque chose de très large, mais il y aura une un sentier sur talus, voilà, qui va traverser
le plan d'eau. Donc d'abord en diagonale depuis la station de pompage jusqu'à voilà, environ 5 mètres de nous, puis en parallèle de la rive actuelle au sein du plan d'eau tel qu'il est. Donc ça donnera, ça va donner deux choses. À la fois on aura toujours une grande présence de l'eau, puisqu'il n'y aura pas de secteur qu'on va atterrir et sur lequel il y aura de l'herbe ou autre chose. On aura davantage de cheminement pour être au plus proche de l'eau. Après, ça peut avoir un côté un petit peu artificiel. Ça demandera une certaine réflexion pour que ce cheminement sur talus soit harmonieux et s'intègre correctement au sein du plan d'eau tel qu'il est. Du coup, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on aura quand même trois éléments différents en vue. On aura un plan d'eau ici, une rivière, derrière, un peu plus derrière, un autre plan d'eau. Et ces plans d'eau, le petit plan d'eau comme le grand plan d'eau qui sera dérivé, du coup il y aura toujours le problème d'envasement et donc de curage. Je ne vous ai pas parlé sur le premier scénario. Le premier scénario ne change évidemment rien du tout à la situation actuelle, avec l'envasement continu. Le scénario numéro 2, vu qu'on a grosso modo, à part la rivière qui circule ici, on a quasiment la surface qui est conservée en plan d'eau. On aura là encore des problèmes d'envasement et de curage qui seront prolongés et qu'il faudra continuer à gérer. Voilà pour ces différents éléments. Et, la rivière des poissons, pardon. Les oiseaux qui sont aujourd'hui ici, Jérémy Alain pourra conforter ce que je vais dire, mais les oiseaux qui sont observables aujourd'hui ici, ce ne sont pas des espèces spécialement sensibles ou qui ne sont inféondées qu'à une grande surface en eau. Si demain on se retrouve avec un petit plan d'eau, qui sera quand même 1000 m² environ, et dans le scénario 3, on verra tout à l'heure, mais vous avancez un petit peu aussi sur ce scénario 3, on aura peut-être des points d'eau ponctuels, des mares ponctuelles. Du coup, on aura des oiseaux qui continueront à utiliser le site, et même vu qu'ils auront des milieux qui seront différents, ils n'auront pas simplement une grande surface en eau, ils auront un plan d'eau relativement quand même conséquent de 1000 m², et des petites surfaces humides en eau temporairement ou pas. Du coup, voilà, ils auront une diversité d'habitats, et donc probablement qu'on aurait peut-être plus d'espèces à venir. Jérémy. Oui, parce qu'en fait pour l'instant ce qu'on a pu voir c'est il y a un grand cormorant qui est là-haut tranquillement là si vous l'avez vu, mais il est juste devant juste là-haut sur sa branche. Mais on a quand même surtout du canard colvert, il y a un héron d'eau qui se balade de temps en temps et puis quelques poules d'eau. Foulque, t'as vu la foulque? Ça c'est l'hiver en passage, ouais. D'accord, ouais, en halte ou en truc de style. Après, c'est sûr que s'il y a une diversité des habitats, on a une diversité des oiseaux, on peut aussi imaginer, parce qu'on voit qu'il n'y a pas des espèces de massettes ou de roseaux qui se mettent en place. Si on a des mini-roselières, notamment autour des petits points d'eau qui étaient prévus, on peut imaginer accueillir un certain nombre de fauvettes aquatiques nouvelles et pas présentes pour l'instant autour du site. Donc ça peut être plutôt favorable. Après, sur les grands étendues d'eau, il ne faut pas oublier non plus que dans le contexte où on se trouve, on n'est pas très loin de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, et c'est plus peinard en fait d'être sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc quand vous êtes un canard colvert, parce que vous êtes sur un site protégé, il y a pas mal de trucs à manger, parce qu'en fait c'est ça qu'est-ce qui fait que les oiseaux viennent à tel ou tel endroit, c'est la nourriture. Parce que pourquoi le cormoran est là, c'est qu'il doit y avoir quand même un ou deux poissons à manger de temps en temps. Donc voilà, donc à partir du moment où on va garder une petite surface en eau, plus là oui on anticipe un peu peut-être sur le scénario 3, mais un certain nombre de petites mares ou autres, et ben on va favoriser aussi normalement d'autres espèces potentiellement présentes sur le secteur. Je vous propose je vous propose de parler directement du troisième scénario, et comme ça après on pourra échanger avant de clôturer la balade. Du coup le troisième scénario, vous avez bien vu dans quel sens les scénarios progressaient. Du coup le scénario numéro 3, on conservera simplement un petit plan d'eau tampon, toujours pour la même question d'usage dans l'industrie. De toute façon ça c'est un impondérable, donc on garderait un petit plan d'eau tampon de 1000 m², et pour le reste, sur le secteur qui est ici, on retrouverait une rivière
qui circulerait, qui méandrerait naturellement dans la vallée en fait, avec une rivière qui retrouverait un parcours plus naturel. L'idée étant de, je vais laisser Jeanne-Marie parler plus sur cet aspect-là, mais du coup du point de vue écologique, on aura une rivière naturelle, on pourra profiter éventuellement de créer ces petites mares, ces petits habitats un petit peu voilà, sur le secteur. Ça pourra servir également de support de biodiversité et de pédagogie aussi à la biodiversité et à la nature. Et du coup on aura tout cet espace, les 3/4, 4/5 de l'espace actuel qui sera redonné libre pour réaménager le site paysagèrement. Je ne vais pas aller trop loin, je vais laisser dire. Oui, donc par rapport au site actuel, donc on garderait environ 1/5 du plan d'eau en plan d'eau. Donc la surface en eau elle serait beaucoup plus petite. Sur le reste du site, on serait avec un cours d'eau qui va serpenter de manière naturelle, puisque ça c'est une des raisons aussi pour la continuité écologique et la bonne vie aquatique. Donc le cours d'eau serpenterait et ensuite le reste on a toute liberté de l'aménager à notre convenance, sachant que nous ce qu'on a bien compris des enquêtes qui avaient déjà été menées par le comité de quartier, c'était la volonté de rester dans un site sauvage et naturel, et donc notre première proposition elle va plutôt dans ce sens avec un espace qui sera plutôt dédié à la découverte, à la pédagogie autour de la biodiversité. Donc avec pourquoi pas des petites mares qui pourront être creusées, autour desquelles il sera plus simple de venir observer la petite faune du type grenouille, batracien, etc. Des promenades sans doute sur platelage, donc c'est-à-dire une promenade en bois plutôt, sur pilotis, parce que c'est ce qui est le plus simple pour aller traverser une zone humide. Et également, on peut aussi envisager un espace dédié davantage aux usages pour favoriser le pique-nique par exemple, parce qu'il y avait aussi cette demande qui émanait des questionnaires. Donc voilà, également garder sans doute plutôt sur la rive opposée pour bénéficier aussi de l'ensoleillement, parce que c'est vrai qu'en été le chemin il est complètement à l'ombre et l'ensoleillement on le voit en face mais on n'en bénéficie pas. Donc peut-être aussi permettre sur la rive opposée un espace plutôt dédié voilà, à la contemplation, au repos, parce que des bancs c'est pareil, j'ai pas été évoqué ça, mais des bancs actuellement sur le site il y en a 2. Des poubelles, il y en a 2, voilà, et on s'y limite là, j'ai fait le tour du mobilier sur le site. Donc voilà, ce troisième scénario, comme il libère de la place, il peut aussi permettre plus d'idées, plus de foisonnement d'idées. Mais on a moins d'eau. Les plus profondes. Les plus profondes. Le petit plan d'eau ici, oui. Ouais. Comme tout à l'heure, un plan d'eau. Non, le petit plan d'eau, ça comme le scénario 2, il sera d'environ 65 cm de profond. C'est le minimum nécessaire pour que Manor Industrie en profite. Et du coup, on aura une passe à poisson qui fera, je ne vous ai pas dit tout à l'heure la longueur, mais une passe à poisson qui fera environ 8 mètres par rapport à une passe à poisson de 30 mètres pour le scénario 1. Vu qu'on diminue largement la hauteur d'eau, la passe à poisson ne fait plus que 8 mètres. Et sur ce scénario 3, du coup, la conséquence forcément c'est que sans plan d'eau, enfin, si ce n'est le petit plan d'eau de 1000 m², sans grand plan d'eau, du coup la question de l'envasement et du curage diminue grandement. On n'aura plus qu'à assurer le curage de ce secteur-là, qui sera pour le coup assuré très régulièrement parce que étant donné que ça c'est la surface optimisée pour Manor Industrie, il faudra que ça reste optimisé pour Manor Industrie. Donc on a prévu sur ces 65 cm de marge, il y a déjà une grosse marge qui est prévue simplement pour l'accumulation de sédiments et prévoir de curer une certaine hauteur de sédiments on va pas calculer chaque randonnée, mais un certain nombre d'années. Mais voilà, on n'aura pas une vision de vase qui s'accumule en tout cas, parce que régulièrement, de toute façon, le plan d'eau sera curé. Et se met simplement sur les 1000 m². Voilà, je vais juste refaire un point sur le curage, je ne vous en ai pas parlé sur ce scénario 3. Ce qu'on vous propose, c'est de rendre disponible, rendre visibles les 3 panneaux qui présentent les 3 scénarios. Vous pouvez les regarder, nous poser des questions, et de toute façon, on se revoit en salle aussi tout à l'heure. Mais on va rester près de vous encore pour d'éventuelles questions. Non. Tout à l'heure à la quartier.
Merci.